Bonjour à tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une série de vidéos qu'on fait aujourd'hui avec Vincent Tribou, un nom qui n'est pas inconnu aux personnes qui nous suivent et qui suivent le petit monde du TOC. Merci beaucoup Vincent Merci à toi. de m'accueillir dans ton très beau cabinet. Et avant qu'on démarre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je regarde toi ou la caméra du Tu coup? regardes qui tu Je veux. regarde toi. Je parle à toi, je parle à toi. Je suis psychologue, clinicien, psychothérapeute. Ça fait maintenant 19 ans que je travaille dans le TOC avec le docteur Antouche qui m'a récupéré quand j'étais un tout bébé psychologue à 25 ans et qui m'a collé dans les pattes des gens qui avaient des TOC et des cas résistants. Donc c'était un peu compliqué. Et il fallait travailler à l'époque avec les bouquins qu'on avait, c'est-à-dire le bouquin culte de Bouvard, le bouquin culte de Sautreau. Il fallait qu'on se débrouille avec ça. Et ce qui a fait un peu évoluer l'idée. Et puis maintenant, on est 20 ans après quasiment et on a tout changé. On a changé plein de trucs. C'est pour le bien des patients. J'espère. Ouais. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le cas du TOC? Parce que tu disais que le docteur Antouche t'a récupéré quand tu étais étudiant. Voilà, pourquoi tu as eu cette sensibilité pour cette pathologie en particulier? Alors, j'avais aucune sensibilité pour cette pathologie. Moi, j'avais fait tous mes stages universitaires dans le trauma sexuel, en victimologie. Et je cherchais en victimologie. Et puis à force de faire passer mon CV de main en main, notamment à Antoine Pellissolo Christophe André, Antoine Pellissolo qui ont fait passer mon CV de main en main, ça a abouti dans les mains du docteur Antouche, qui m'a dit, moi j'ai des bipolaires et j'ai des TOC. Moi j'y connaissais rien. Et il m'a dit, voilà, t'as des livres à lire. Il m'a donné des gros pavés comme ça en anglais, et je les ai lus pour être efficace, mais je ne sais pas ce que c'était qu'un TOC. Enfin, j'avais appris à la fac, mais à part les protocoles que j'avais vus rapidement pendant mes études en Allemagne, je n'avais, crois, est-ce que j'avais déjà vu quelqu'un qui avait des TOC? Oui, j'avais dû voir un cas à la fac, mais j'avais jamais vu de patient TOC de ma vie à l'époque. Bon, le Ah. moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu du chemin Ouais, que tu as c'était parcouru. risky. Au point que aujourd'hui, alors tu parlais de gros pavés, tu as apporté ta pierre à l'édifice avec des livres qui sont aujourd'hui des références, voilà, que Ouais, nous j'en suis on content. recommande Ouais. beaucoup. On va les montrer, on donnera les références. Alors, il y en a deux qui sont là. Un que tu as coécrit avec Anne-Hélène Claire, Ouais, avec Luc Mallet, avec Luc Mallet aussi, ouais. docteur Antouche, et Margot Morgièvre, qui est psychologue et qui a fait une thèse de psychologie, sociologie sur la façon dont les patients et les familles vivent la maladie. Docteur Antouche a fait toute la partie médicamenteuse, et Luc Mallet et Anne-Hélène a fait toute la partie sur les modèles, et après il y a une partie sur la stimulation, avec D'accord. les électrodes dans la tête. On va y revenir sur tout Ouais. ça. Et il y en a un autre qui s'appelle TOC, Vivre avec et s'en libérer. Celui-là, est-ce que tu veux le présenter aussi Alors ce livre, il va bientôt fêter ses 20 ans. Au début, c'est l'édition Josette Lyon qui a demandé à l'AFTOC et au docteur Antouche de faire un livre. Et très vite, il y a des psychologues belges, Madame de Gregorio et Monsieur Timmermans, qui se sont rajoutés sur le projet et qui ont créé toute la partie thérapie. Moi, je suis arrivé plus tardivement après, on a fait une refonte intégrale du bouquin. Il a évolué comme ça jusqu'à laisser tomber l'ancienne TCC et rajouter le modèle neurocomportemental. Et j'aimerais bien qu'on en fasse une nouvelle édition un jour pour les 20 ans, qu'on remette notamment les deux psychologues et psychiatres belges dessus aussi, parce qu'ils étaient au fondement de tout. Et ouais, ce serait bien. Très Il bien. était destiné aux patients. Et on a rajouté une partie cahier d'accompagnement qui n'était pas dedans à l'origine. Ça, c'était à la demande de Christophe de Montfaucon, qui est un outil d'autothérapie pour les personnes qui ne peuvent pas avoir de thérapeute. Christophe de Montfaucon, qu'on salue d'ailleurs, c'est l'occasion. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est finalement pourquoi ces livres? Pourquoi est-ce comment est-ce que l'occasion s'est présentée? Pourquoi? Parce que tu as parlé du modèle neurocomportemental, on va en parler. Finalement, pourquoi l'envie ou peut-être le besoin de faire ces livres? Par rapport Alors, à tout ce qui existe déjà, justement. faut savoir que pour celui-ci, il n'existait pas grand-chose. On Non. avait en effet le Bouvard, qui était le bouquin qui était pour les psychologues et les psychiatres. Et on avait Sautreau, qui avait fait un énorme pavé qui était le manuel vert pour les thérapeutes. Et il y avait le petit, je ne peux pas m'empêcher de Mhm. laver, machin, qui était aussi pour les patients. Mais il n'y avait rien sur la partie spécifique, répondre aux questions, c'est quoi les médicaments, c'est quoi le cerveau, les conseils aux proches, c'est quoi les sous-types, qui en fait étaient simplement les questions qui étaient le plus souvent demandées à l'AFTOC. Qu'est-ce qu'il a fait Christophe de Montfaucon? Il a récupéré toute la fac, Frequently Asked Questions, et on l'a transformé en livre. Enfin, à l'époque, les gens en 2005 l'ont transformé en livre. Et il y avait ce problème qu'il n'y avait pas de cahier d'accompagnement avec les exercices selon les sous-types. Ça, c'est arrivé plus tard, c'est arrivé en 2008. C'était un petit PDF qui circulait pour les adhérents et qu'on a rajouté après. Donc c'était fondamentalement informer la famille, les malades et surtout donner des moyens d'accompagnement pour les gens qui n'ont pas les sous et qui n'habitent pas à Paris, parce qu'il y a des régions de France où il n'y a pas un seul thérapeute TCC. Et il ne faut pas oublier qu'on était première édition 2005, moi 2009, et personne. Il n'y avait rien du tout.
Quant à celui-ci, c'est Anne-Hélène, en fait, qui avait terminé sa thèse de neurosciences et qui a dit, voilà, ma thèse, ce serait dommage qu'elle reste dans un tiroir. Est-ce qu'on peut le transformer en gros bouquin? Et moi, j'ai rajouté un peu toute la partie thérapie, etc. Et ça a grossi, grossi. Et on voulait aller plus loin que ce qui était déjà mis en place et qui était déjà 10 ans avant nous. Et il s'était passé beaucoup de choses en 10 ans, tu vois, en neurosciences et tout. Et on va y revenir dans la Ouais. deuxième partie de la vidéo, sur le modèle que vous énoncez dans ce livre de manière très claire. Et c'est un livre de toute façon qui figure dans notre bibliographie, hein, donc beaucoup de gens le connaissent déjà, on va l'aborder sous forme de vidéo. Rentrons dans le vif du sujet avec une question très basique. Normalement, les gens qui nous écoutent savent un peu ce que c'est, mais un TOC, c'est quoi? Si on revient aux Alors, fondamentaux, ça va nous permettre. C'est pas l'objet de la vidéo n'est pas de répondre à ça, on va aller plus loin, mais ça ouais, va être le point de départ. les fondamentaux. Un TOC, c'est une pensée intrusive. Ça, une pensée qui arrive dans ta tête, qui va coller, qui va te bombarder, qui va se répéter à l'infini, que tu ne vas pas réussir à chasser. Pensée intrusive, répétitive, désagréable, qui va générer de l'anxiété, ou de la culpabilité, ou des scrupules, qui va s'accompagner de doutes, difficulté à savoir si c'est vrai ou faux, et toi tu vas faire après un rituel, une compulsion, pour pouvoir essayer de diminuer, te débarrasser de cette angoisse. Ça peut porter sur une myriade de thématiques différentes, mais c'est toujours ça. Une pensée intrusive, répétitive, qui génère de l'angoisse ou de la culpabilité, du doute, difficulté à savoir si c'est vrai ou faux, tout en sachant quand même que la majorité des patients savent que c'est pas très cohérent. Et puis une compulsion, un rituel pour pouvoir s'en débarrasser. Quand tu dis pas cohérence, ils ont conscience du caractère excessif, ou irrationnel ou absurde. La majorité, même si ce critère n'est pas à sauter dans la dernière version du DSM, avant c'était très clair qu'il devait y avoir ce qu'on appelle l'insight, c'est-à-dire le recul. Dans le DSM, ils l'ont retiré parce qu'il y a beaucoup de patients, en effet, on en parlera après, qui ont soit pas de recul du tout, ils ne sont pas pour autant psychotiques, schizophrènes, hein. Ils ont fondamentalement un diagnostic de TOC, mais selon le type de neurotransmetteur ou le type d'information que ton patient a ou pas, bah, il n'a pas de recul, tout simplement. Très bien. Merci pour cette définition. Et alors, tu as parlé de pensée, on voit que ça marche par thématique. Quels sont les types d'obsessions et après les types de compulsions qu'on Alors, rencontre et que tu rencontres en particulier toi la dans ta thématique la pratique? plus classique, la contamination. Contamination, les maladies. Donc on a eu pendant des années le plus gros moteur, la plus grosse demande c'était VIH. VIH, maladie, saleté, contact. Parfois il y a des patients qui ont peur, ils te disent ouais j'aime pas toucher parce que les autres ont touché. Mais il y a quoi derrière? Rien, ça me plaît pas, c'est sale. Tu vois. Donc on peut avoir maladie et contact tout court. Il peut y avoir la salive, il peut y avoir le sperme, il peut y avoir les gens qui ne se sont pas lavé les mains en sortant des toilettes, quelqu'un qui s'est gratté, tu as vu un SDF dans la rue, tu dis oh là là, ce truc, ça va se répandre partout. Contamination avec lavage de mains, évitement, lavage des vêtements, boycott des affaires qui viennent de l'extérieur, ou alors lavage intégral. C'est-à-dire que tu dois laver le truc de céréales, le livre que tu as pris à la médiathèque. Les gens doivent se doucher avant de rentrer dans la maison parce que la maison doit rester pure. Donc parfois il y a des tocs à l'extérieur, parce que ces gens-là vont vouloir protéger leur environnement de travail pour pouvoir protéger leurs vêtements, parce que les vêtements vont contaminer la maison, ou alors ils abdiquent, ils sont sales dehors, et il y a tout un énorme sas de décontamination avec des douches qui n'en finissent plus avant de pouvoir rentrer à la maison. Ça c'est la décontamination, contamination, lavage, classique. Première catégorie Ouais. fréquente. Ensuite, qu'est-ce qui vient dans... Vérification. Vérification de porte, vérification des plaques électriques, des lumières, des fenêtres, que le câble du téléphone ne va pas prendre feu en touchant la moquette, que tu n'as pas mal éteint l'ordinateur, que tu n'as pas perdu ta carte de crédit dans ta poche. Vérification qui peut porter sur tout, qui peut porter aussi sur des choses inutiles. Vérifier par exemple, je ne sais pas si... parce que parfois ça va se mélanger un petit peu avec la symétrie chez certains patients, mais alors si, chez les enfants, vérifier que tout est bien dans le cartable. Et vérifier aussi, c'est que tu as fermé ta trousse, puis tu vérifies qu'il y a bien ton stylo bleu. C'est pas vital, hein, mais est-ce que le stylo bleu est bien là? Au pire des cas, tu l'as perdu, c'est pas très grave. Mais beaucoup de vérification et de remémoration. Et alors là, on va continuer la liste, mais ça me permet d'introduire une autre question qu'on nous pose systématiquement. Mais est-ce que c'est pas pathologique de vérifier pour un enfant que son stylo est bien dans sa trousse finalement? Et la question, c'est quoi qu'est-ce qui différencie des manies ou d'une vérification qui serait normale d'un TOC qui pour le coup est pathologique? Alors ça, chez les enfants, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait la différence entre les tocs, les petites manies et les rituels. Les rituels de l'enfance. Un gamin qui dit à sa maman, maman, je vais marcher sur le rebord du trottoir parce que c'est la rivière aux crocodiles, c'est un jeu. Le fait de maman, tu dois m'embrasser et me dire bonne nuit et après t'embrasses mes peluches, il aime ça l'enfant, ça prépare le dodo, c'est cool, c'est sympa, ça génère plus du confort et quelque chose d'agréable. Il n'est pas angoissé si tu le fais pas.
fait partie des rituels de l'enfance, ça structure. Les petites manies, ces petits machins que tu vas répéter deux, trois fois. Toi, maintenant, t'es jeune, t'avais pas la fermeture à clé de la portière. Maintenant, t'as la fermeture avec la télécommande. Mais moi, quand j'étais gosse, quand tu fermais à clé, il fallait fermer toutes les portes. Il n'y avait pas forcément la fermeture centralisée. Donc moi, je sais que mon père a plus de 70 ans, il fait encore check comme ça avec la voiture. Une fois, tu vois. La porte de la maison, tu la fermes, tu peux la claquer et la checker une fois. Ça, c'est Ça, c'est normal. complètement normal, surtout si tu as parfois une porte qui ferme mal ou tu as un joint d'étanchéité qui fait que la porte, elle claque mal. Si c'est une fois, ça va. Relire un mail une fois pour les coquilles, les fautes d'orthographe, les pièces jointes, c'est normal. On a tous oublié des pièces jointes. Veuillez trouver la pièce jointe, tu l'envoies, puis le mec te répond, il n'y a pas de pièce jointe. On est tous tombés dans cet écueil-là, donc c'est normal d'avoir une vérif. Ce qui est pas Mais quand normal, on a c'est... 15, c'est pas très normal. Et il y a ce que tu disais, l'idée qui est inconfort, qui génère de l'inconfort et qui Tout part à fait, pas, que tu exactement. n'auras pas pour quelqu'un qui est juste un peu maniaque. Relire un email ne génère pas d'angoisse. Tu le relis parce que tu sais qu'il peut y avoir des coquilles. Si tu le fais pas, tu n'auras pas d'angoisse. Par contre, la personne qui a des tocs, elle sent un truc qui monte dans le corps qu'elle ne peut pas esquiver. Très bien. Bon, ça permet de fermer la parenthèse pour différencier la manie du TOC. Il y a une autre peut-être forme de TOC qu'on rencontre, c'est ce qu'on pourrait appeler les ruminations. Ouais. Alors les ruminations, c'est super intéressant parce qu'il y a une trentaine d'années, on parlait des tocs d'obsession pure. Maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de rituel. On sait maintenant depuis quelques années que la personne qui rumine, son cerveau lui pose une question et la personne répond. Elle décortique, elle analyse, elle rationalise, elle argumente, elle pèse le pour et le contre. Elle fait donc des listes d'arguments. Si tu regardes bien, c'est un toc de vérification mentale. Tu vérifies la pertinence d'une pensée. Tu réponds aux doutes. C'est donc un toc de Et c'est la vérification. compulsion, justement ce Tout à raisonnement, fait. ce dialogue C'est ça. intérieur et la Si tu compulsion. réponds à la question, et quand tu réponds à la question, c'est un rituel d'argumentation, de réassurance. Donc il y a très peu de ruminateurs qui seraient vraiment purs. La majorité des ruminateurs sont des vérificateurs. Donc ils argumentent, ils rationalisent, ils vont voir dans Internet, ils soupèsent, ils essayent de se rappeler il y a 5 ans, mais en même temps, puis c'est pas vraiment vrai. Et ça fait toute une arborescence, genre dissertation de philosophie. Et ça peut porter sur est-ce que je suis homosexuel, pédophile, est-ce que je peux tuer mes enfants, est-ce que j'ai écrasé quelqu'un en voiture la semaine dernière, est-ce que finalement, mais il y a 3 semaines, quand j'ai dit bonjour à quelqu'un, je ne vais pas toucher la poitrine. Ça peut porter sur toutes les thématiques. Donc ce qu'on appelle les phobies d'impulsion, il y a une forme de TOC à l'AFTOC qu'on voit de plus en plus, tu les mettrais dans la catégorie des ruminations. La phobie d'impulsion, elle est fondamentalement ruminatoire. T'as des phobies d'impulsion qui vont finir avec des lavages de mains. Genre j'ai peur d'être pédophile, d'avoir touché un enfant, je vais me laver les mains. C'est un peu à côté de la plaque. On en a peu qui font ça. Phobie d'impulsion à j'ai peur d'avoir tué, je fais demi-tour. Là, tu as la vérification visuelle. La majorité des patients qui ont peur d'avoir fait du mal, poussé, poignardé, n'importe quoi, ils font demi-tour pour vérifier, mais ils argumentent. Ils se remémorent, ils essaient d'analyser si c'est vrai ou pas, ils essaient de se rappeler s'ils ont entendu des cris, ils essaient de se dire mais attends, c'est pas possible parce que quand tu conduis ta voiture, si tu entends la pluie taper sur la glace, tu devrais entendre ça. Il y a beaucoup de mélange de visuel et de rumination, d'argumentation. Ils vont dans Internet, savoir si c'est possible. La phobie d'impulsion, le truc d'annuler une pensée, quelques personnes ont ça. Je me vois en train de poignarder mes enfants, je bloque l'image, je la remplace. Ok, la majorité vont quand même essayer de savoir par A plus B s'ils sont capables de le faire. Donc le pôle rumination, c'est l'énorme pilier en effet des phobies d'impulsion. Ouais. Surtout quand c'est sexuel, agressif, tabou. Ce qui est la majorité des phobies d'impulsion, ça Tout à tourne fait. autour du meurtre ou Exactement. de la pédophilie en général. Il y a une autre catégorie dont tu voulais qu'on parle, et c'est vrai que c'est un terme qu'on entend assez peu, c'est l'annulation de pensée. Ouais, Alors est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que c'est l'annulation de pensée, alors c'est surtout chez les enfants. On a quelques adultes qui l'ont, mais c'est généralement un toc des enfants. C'est que par exemple, je suis dans ma chambre puis j'entends maman va mourir ou euh, ta sœur va aller en enfer. Et cette pensée, mais il peut y avoir une image. Je peux voir une image de ma mère morte. Généralement, la majorité des patients bloquent l'image. Ils bloquent l'image. Et puis souvent, le toc commence à passer par-dessus. Donc tu dois bloquer, puis rebloquer, puis parce que re-rebloquer. l'image revient en Elle permanence. revient, et puis surtout, tu as des trucs à la télé qui t'y font penser. Par exemple, après, j'ai peur du mot cimetière, du mot cancer, du mot obscurité, du mot sombre, du mot armoire, parce que l'armoire, c'est sombre. Et tu vas avoir une ribambelle de mots déclencheurs ou de situations déclencheurs qui vont engendrer les intrusions. Mais Et à parce la que fin, typiquement, ouais, dans le cancer, tu dis j'entends cancer, ça veut dire il va y avoir une pensée automatique ou parce que je l'entends à la télé, à la radio, je vais la voir ou ma mère va la voir, c'est ça qui tu se joue l'entends dans dans la... ta tête aussi. C'est que soit tu l'entends à la télé, ou quelqu'un prononce le mot. C'est qu'il y a des enfants qui font la guerre à leurs parents pour interdire certains mots. Soit les gens le disent, soit tu l'entends dans ta tête. Ton cerveau t'envoie le mot cancer. Ou ton cerveau t'envoie ta mère la pute. Et donc tu dois le bloquer. Donc tu chasses l'image.
Et puis après, tu vas commencer à mettre des mots par-dessus. Non, je ne le veux pas, je ne l'ai jamais voulu, je ne le voudrais jamais. Ou Dieu le Père ne le pardonnera pas. Et des choses comme ça où tu mets un mot qui remplace. Par exemple, j'avais un patient qui avait des mots, il devait calculer le nombre de lettres et mettre exactement un mot, l'exact opposé avec le même nombre de lettres. Et mais 500 fois par jour. Donc il entendait le mot, il le remplaçait. Et parfois, chez certains patients, tu vas avoir une répétition d'action. C'est que je prends ce livre, j'ai entendu cancer, je le repose, je le reprends en disant guérison. Et chez certains patients, c'est un peu machin, c'est qu'il faut mettre le même nombre de doigts, il faut mettre les doigts au même endroit, pas à côté, c'est pas l'autre main, il faut bloquer la respiration, inspirer, tu vas avoir une ribambelle de protocoles, de micro-détails dans la répétition. Donc soit on bloque, on chasse, soit on répète l'action, soit on met une genre de phrase d'annulation, de Ouais. mantra, qui est une prière qui va bloquer la phrase Ouais, intrusive. c'est pour conjurer un petit peu le Exactement, mauvais tout à mot. fait. Ouais, c'est intéressant. Une dernière forme dont tu voulais parler, c'est la symétrie. Ouais. Symétrie, c'est vrai qu'on croise aussi Pareil, souvent. Ouais. beaucoup, surtout chez les enfants, on a quelques adultes qui l'ont. Alors c'est en fait tout doit être nickel. Il faut que le truc soit comme ça, il faut que ce soit bien symétrique comme ça, et il calcule tout, il faut pas que ce soit en biais, il faut que ce soit bien tiré, et puis c'est tous les objets. C'est les oreillers, c'est les stylos dans la trousse. Tu ouvres un tiroir, il faut l'ouvrir très lentement pour que les choses restent à leur place, le refermer très lentement. C'est compliqué de cuisiner parce qu'il y a des projections d'huile. C'est compliqué quand ils ouvrent le robinet, il y a des projections d'eau, ils n'aiment pas les taches d'eau et de calcaire, ils essuient tout les lits bien comme il faut, tous les objets sans exception. Et une fois que les objets sont bien droits, bah après ils reviennent vérifier si les objets n'ont pas bougé, avec les lignes sur le sol, tous ces machins-là. Donc ça devient vite un enfer, et ce sont des patients qui peuvent être compliqués, parce que c'est l'un des rares TOC qu'on appelle tic-like OCD. Les TOC qui seraient un pied dans le tic, Gilles de la Tourette. C'est-à-dire ce sont des patients parfois qui résistent aux antidépresseurs et qui sont améliorés sous neuroleptique atypique, ce qu'on voit un peu chez Gilles de la Tourette. Donc on aurait une comorbidité énormissime entre les deux maladies sur les TOC de symétrie. Bon, c'est intéressant, on y reviendra, je pense, peut-être dans une autre vidéo. Tu as un petit peu devancé ma question. Là, on a cité 5 grandes catégories de TOC. Là, sur la base de ta pratique, est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles à traiter que d'autres? Et on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est est-ce que il se dit, je sais pas, c'est vrai que l'obsession vérification, c'est plus facile en TCC que les TOC purement mentaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le Non. vérifies? Euh, Moi, je trouve qu'ils se soignent tous relativement bien. Les TOC les plus compliqués, ça reste quand même les phobies d'impulsion. Parce que dès que tu touches à tout ce qui est pédophilie, tuer tes enfants et compagnie, ce sont des patients qui vont mal. Ils vont pas bien. Et puis, comme c'est difficile d'en parler, bah, ils vont venir pour autre chose. Ils vont dire, ah, je vérifie un peu mes portes. Et parfois, c'est au 10e rendez-vous qu'ils vont te dire, bah, j'ai aussi des intrusions où je poignarde mes enfants, où j'ai peur de toucher les seins des femmes ou les organes génitaux dans la rue. Donc, ils ont du mal à en parler. Heureusement, avec les forums des associations et tout, ils voient que ça existe. Et puis, ouais, ils sont plus compliqués parce que plus dans le placard, on va dire. Mais pour moi, il n'y a pas une forme de TOC qui est plus compliquée parce que les exercices de thérapie fonctionnent bien. La symétrie, c'est sûr que s'il y a cette comorbidité avec la dopamine, c'est plus compliqué. On verra après qu'il y a d'autres pathologies qui se mélangent, les troubles bipolaires, tout ça, c'est plus compliqué aussi. Mais moi, je trouve pas qu'il y ait un sous-type de TOC qui soit plus compliqué. Bah, c'est intéressant, c'est important de Voilà. le dire. Il y a une question qui est centrale dans le TOC, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle de la maladie du doute, bah, c'est le doute. Mm. Voilà, j'entends le mot cancer, est-ce que, parce que parfois on a quand même beau savoir que c'est absurde qu'on va pas attraper un cancer en y pensant, mais il y a quand même cette part de doute. Et on a préparé un petit peu l'entretien, et pour toi, c'est fondamental de décortiquer le doute, de parler du doute. Oui, le doute, il est compliqué parce que tant que tu n'as pas identifié que le doute fait partie de la maladie, tu ne pourras pas t'en sortir. Il y a beaucoup de patients qui disent bah, j'ai des obsessions, c'est le TOC, j'ai de l'angoisse, c'est le TOC, je fais des rituels, c'est le TOC, mais par contre, le doute, c'est une vraie réflexion. C'est un système de pensée, c'est logique. Merci le doute, grâce à mon pote le doute, j'arrive à éviter la catastrophe. Si tu prends le doute et que tu le mets à côté de la maladie, tu t'en sors pas. Il faut le mettre à l'intérieur de la maladie. C'est un symptôme de la maladie. Et le but, c'est d'arriver à démontrer au patient non pas que son scénario est faux, mais que le doute est biologique. On lui montre des exemples qui disent ah oui, en effet, vu comme ça, c'est fondamentalement un symptôme. C'est pas un système de réflexion. À partir du moment où le doute n'est pas bien cadré en thérapie et ou avec les médicaments, tu ne peux strictement rien faire, puisque ton patient ne fera pas les exercices d'exposition. Et là, on le voit chez certains patients, notamment qui ont le système dopaminergique mal régulé, ce sont les patients qui accrochent le plus à leur doute. Parce que le problème dans le cadre du TOC, c'est que le doute, il est exacerbé. C'est-à-dire que Bien sûr. ceux qui ont peur d'avoir une maladie en prenant le métro, c'est pas, ça peut arriver. Mm. Il y a une chance sur je sais pas combien. Le problème, c'est que pour le cerveau
qui est malade de TOC, cette part de doute va prendre une place Tout à fait. anormale, c'est ça. Voilà, quand tu prends le métro, il peut arriver, parce que c'est objectivement dégueulasse, tu touches les barres, machin, tu peux attraper une maladie en prenant le métro. Il y a une probabilité infinie, Mm. infime, pardon, pas infinie, genre, infime. Le problème dans le TOC, c'est que le patient va considérer que la maladie est quasi certaine. C'est ça qui se joue dans C'est le ça TOC. le doute. Ce qui est intéressant avec le doute, c'est que tu pars, c'est que comme j'y pense, j'ai raison, comme c'est probable dans l'absolu, j'ai raison. Après, si je ne l'ai jamais vu de mes yeux, que personne ne me le dit, que je l'ai jamais croisé, et que même statistiquement, je vois bien que c'est faux, je me dis oui, mais dans l'absolu, j'ai raison. Et l'absolu, l'imaginaire devient plus fort que le réel. Quitte comme certains patients qui ont un TOC de contamination, ils ne savent strictement pas quelle est la maladie qu'ils vont éviter. Et ils ont peur, par exemple, de le refiler à leur famille. Tu leur dis, mais je ne comprends pas pourquoi vous allez refiler une maladie à votre famille. Alors vous avez plein d'évitements et plein de lavage de mains, alors que votre famille, qui vit sa vie de manière complètement libre, n'a toujours pas attrapé cette maladie en question. Et tu vois bien qu'il n'y a pas de système logique. Il n'y a aucun système logique. C'est de la pseudo-logique. C'est de l'enfumage, en fait. Et le patient, il en a conscience. Le patient a conscience. Alors, quand c'est des TOC vraiment qui répondent bien aux antidépresseurs, ils ont conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Quand c'est un TOC avec la dopamine qui pose problème derrière, moi je trouve qu'ils en ont beaucoup moins conscience. Et qu'il faut qu'on les aide justement avec un traitement plus adapté. C'est pas la peine de forcer en thérapie ou que le patient culpabilise. Si ton cerveau ne veut pas entendre, il faut aider le cerveau avec des médicaments. Très bien, intéressant là aussi. Euh, une chose qui se pose souvent, une question qui se pose souvent quand on parle du TOC, c'est la question des comorbidités. Mhm. Assez mal connue, je trouve, à la TOC. On commence, et d'ailleurs, on va faire avec Stéphane Raffard une vidéo spécifique sur les comorbidités. Mais qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que tu constates dans les gens que tu reçois que souvent il y a autre chose? Et quoi? Et comment? Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, moi je reçois surtout des TOC résistants. Oui. Donc c'est-à-dire qu'ils ont des comorbidités. Sinon c'est pas drôle. Les TOC classiques sont heureusement aujourd'hui en 2024 beaucoup mieux soignés par les psychiatres de ville, mais aussi par des médecins généralistes, parce que la majorité des Français n'ont pas accès à des psychiatres. Je crois, j'avais vu quelque part qu'un médecin généraliste, il a quasiment sur une journée 40% de ses demandes qui sont de la psychiatrie. Les médecins généralistes remplacent les psychiatres à cause de la pénurie. Et puis des endroits où il n'y a pas simplement de psychiatres installés. Donc ils sont mieux soignés que les antidépresseurs, avec quelques exercices de thérapie, ils arrivent à bien se débrouiller. Mais dès que tu arrives dans les cas résistants, tu as toujours plus ou moins la même chose. La sérotonine dont on va parler plus tard, couplée à la dopamine, il y a un truc qui ne marche pas. Les bipolaires, pas les bipolaires dépressifs avec les phases maniaques délirantes, mais les cyclotimiques hyper instables qui passent entre les mailles du filet, qui passent sous les radars, sur lequel l'AFTOC a fait beaucoup de publications depuis une dizaine d'années avec des études sur les cas résistants, sur les ROC, on appelle les TOC résistants, où on a vu qu'il y avait une comorbidité phénoménale avec la cyclothymie. On a les comorbidités avec le Gilles de la Tourette, notamment dans les fameux TOC de symétrie. On a des comorbidités dans le fameux TOC d'amassage et accumulation, qui était avant un sous-type de TOC et maintenant qui est une maladie à part. Tu as une très grosse comorbidité dépressive, tu as une très grosse comorbidité trauma, et tu as une très grosse comorbidité TDAH. C'est que les gens n'ont pas de concentration. Ils ont des capacités de planification, d'organisation extrêmement courtes. Je pense que dans le futur, on va se rendre compte que c'est majoritairement une pathologie du TDAH en fait, l'accumulation, l'amassage. Et ça n'a rien à faire dans le TOC. On a parlé à un moment des troubles paniques aussi, ou des troubles phobiques essentiellement. Alors, ça c'est problématique. En fait, depuis les années 80, il y a eu des publications qui ont montré que quand tu as un TOC et une dépression, tu es un peu mal barré. Pour deux raisons. C'est que la dépression augmente le TOC et diminue ta capacité à lutter contre. Et petit 2, un neurone déprimé n'absorbe pas les exercices de TCC. T'as beau le répéter, 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 rien. Page blanche. Le neurone ne se reprogramme pas. Donc dès qu'il y a une dépression, c'est mauvais plan, il faut absolument qu'il y ait un traitement médicamenteux. Et c'est pas un échec que se mettre sous médicaments. C'est faire en sorte de pouvoir lutter efficacement contre le TOC. C'est très important de le dire, parce qu'il y a C'est beaucoup de hyper gens important. qui n'osent pas, qui prennent comme un échec le fait de prendre des La antidépresseurs. majorité des patients sont sous traitement, hein, et la majorité des protocoles de thérapie sont faits sur des médicaments, sur des patients qui sont sous médicaments. Le deuxième, c'est le trouble panique. Et le trouble panique entraîne des crises d'angoisse phénoménales qui se mettent sous le TOC. C'est que la personne, elle a une angoisse énormissime, où là, c'est pas un lavage de main au savon, c'est un lavage de main à l'alcool à 90. Et notamment, ce sont des patients qui ne peuvent pas attendre une minute ou deux. Par exemple, je sais pas, tu es dans la rue, il y a quelque chose qui t'a contaminé, ils vont pas attendre 20 minutes de rentrer chez eux. Il faut une crise d'angoisse tout de suite, ils doivent laver maintenant. Donc ça fait des tocs énormes, très dramatiques, très théâtraux.
Et c'est pas le patient qui en fait des caisses, c'est qu'il a un trouble panique qui vient se mettre sous le TOC. Et ça, on sait depuis les années 80-90 que c'est un gros pronostic aussi de complexité à soigner. Il y a un autre phénomène dont tu parles beaucoup, et je pense que c'est bien d'en parler, c'est ce qu'on appelle ce que tu appelles les pensées fixes pures. Mm. Et est-ce que là aussi tu peux nous dire ce que c'est, Ah. comment ça se caractérise, parce que là Alors aussi, les tu vois. pensées fixes pures, ça va faire du bien à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Ce sont des patients ruminateurs qui ont... Alors, il y a plusieurs configurations. Soit ils ont un TOC chronique, ça fait des années qu'ils sont dessus. Ils ont résisté aux antidépresseurs, ils ont résisté à la thérapie, et ils ont une obsession qui est devant. La personne qui a des TOC, quand elle a une obsession, elle arrive quand même à rester opérationnelle au boulot. Elle arrive à mettre son TOC un peu de côté, elle le ritualisera plus tard. Là, dans la pensée fixe pure, le cerveau a une obsession qui est devant toi et que tu ne peux pas mettre de côté. Il y a une effervescence du cerveau. Et parfois, dès qu'ils ouvrent les yeux le matin, ça commence direct. Ça peut porter sur des maladies, donc les thématiques classiques du TOC, mais ça peut porter aussi sur une affiche que tu as vue dans le métro, sur les yeux des gens, sur un truc, un détail, ta propre respiration, le fait de déglutir, que des trucs bizarres qui sont comme des hyper-focalisations. Et il y a pas toujours, pas certains patients ont des scénarios catastrophes. La guerre en Ukraine, mourir, violer mes enfants. Mais il y en a plein qui ont juste des focalisations comme ça sur un truc. Ils vont prendre conscience de leur respiration. Et ils sont obsédés par ça. Et ça peut être chronique, mais ça peut aussi durer pendant quelques semaines, un mois, s'effondrer totalement du jour au lendemain, réapparaître un mois après, et ils ont des formes de TOC, violence, TOC violent, arrêt total, TOC violent, arrêt total. Et là, on doit se dire, c'est pas normal. Un TOC n'est pas censé être intermittent. Donc, quand tu as une obsession qui arrive du jour au lendemain, ultra violente, 10 heures par jour, ils ont très peu de rituels. Soit ils ont des rituels de réassurance, soit ils n'ont pas de rituels. Ils sont juste omnubilés. Et parfois, ça disparaît. Et ça revient. Là, on est sous une autre forme qu'on ne devrait pas classer dans les TOC, même si ça y ressemble. Ce sont des patients qui résistent aux antidépresseurs. Ce sont des patients souvent qui sont améliorés par les neuroleptiques ou le lithium. Mais super vite. Parce que visiblement, le médicament, il agit sur l'excitabilité du neurone. Et je ne sais même pas ce que c'est comme diagnostic. Est-ce qu'on doit le classer dans les Ouais. troubles bipolaires, les TOC? Non, parce que ces gens-là n'ont pas d'autres symptômes de TOC et ils ont fondamentalement aucun trouble bipolaire. Il y a juste un truc qui a l'air de ne pas marcher au niveau du neurone et qui se fait passer pour un pseudo-TOC. Mais il y a de l'angoisse, tu parlais de la déglutition, c'est pas un Il y a une sujet qui est... angoisse phénoménale, mais l'angoisse, elle n'est pas générée par la thématique. Elle est générée par le fait que quand ça te tombe dessus, tu dis oh putain, c'est parti pour une semaine de merde. Et les patients disent j'ouvre les yeux et bam, ça me tombe dessus. Il y en a qui sont suicidaires. Et quand l'obsession les quitte une semaine après ou 2 mois après, en 24 heures, ça disparaît. C'est pas progressif. Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas répondu à la question. Il n'y a aucun rituel qui les a sauvés. L'obsession s'arrête. Ils disent oh et l'humeur revient. Puis d'un seul coup, ça va rechuter une semaine ou un mois Mais du coup, après. c'est pas du TOC, parce que t'es pas C'est pas censé du avoir un TOC. TOC par intermittence. Parce que c'est pas chronique, parce qu'il n'y a pas fondamentalement du rituel, et parce que ça résiste aux antidépresseurs, parce que ça résiste à la thérapie d'exposition, parce que ça résiste à tous les exercices. Pour moi, on est sur un autre fonctionnement neurologique. C'est intéressant. Ça, on en voit peu dans les groupes de parole, j'en ai pas Ouais. encore vu. En revanche, il y a d'autres, et là, une question importante, c'est les troubles apparentés au TOC. On sait que dans le DSM, par exemple, tout ce qui est tylomanie, trichotillomanie, c'est pas loin, c'est apparenté. Il me semble que c'est apparenté au TOC. Enfin, Oui, avant c'était dans les troubles des conduites des impulsions, et maintenant c'est passé dans la grande famille des TOC. Mais ça n'est pas un TOC, il y a une grande catégorie qu'on appelle les TOC et apparentés, et on a la dysmorphophobie, trichotillomanie, dermatillomanie, on a l'amassage compulsif, la thésaurisation pathologique, et je crois qu'il m'en manque un. Euh, je ne me rappelle pas, mais je crois qu'on a fait le tour. Trichotillomanie, dermatillomanie. Donc trichotillomanie, le fait d'arracher les cheveux. Arracher les cheveux, arracher les poils et tout. Et ce qui est hyper intéressant dans la trichotillomanie, c'est qu'en fait, ils peuvent répondre à plein de médicaments ou pas du tout. Il y a des patients qui sont améliorés par telle molécule, pas d'autres. Donc on ne sait jamais vraiment quel type de maladie, comment, du moins quel type de médicament va fonctionner. Et on a deux sous-types. Et ça, c'est terrible pour les patients. Il y a le sous-type passif. Je suis devant la télé et ma main toute seule se déplace et va commencer à arracher les cheveux. Et les patients ne se rendent pas compte. Ils sont avalés par la télé. Lecture, télévision, salle de réunion, attendre au feu rouge, travailler sur l'ordinateur, que les trucs où tu es un peu passif, la main se déplace toute seule, elle arrache les cheveux. Et c'est au bout de 15-20 minutes qu'ils se disent, il y a des cheveux partout. Ça, c'est la trichotillomanie passive. on reconnaît pas le TOC, là, parce que... On n'est pas du ouais. tout dans le temps que tu n'as aucune obsession, tu n'as aucune angoisse, tu n'as pas de doute, et c'est pas toi qui fais un rituel, c'est ta main qui se déplace toute seule. Là, on est sur des protocoles de prévention de la réponse, on demande aux gens de mettre des gants sur les doigts, simplement pour que la main, au moment où elle touche ta tête, tu vas t'en rendre Mm. compte, et tu vas mettre tes mains sous tes fesses, et tu vas tenir le plus longtemps possible. On est sur des maladies
Donc tu t'en rends pas compte, c'est passif, c'est en dehors de ta conscience et c'est quand même très impulsif. Le neurone Ouais. s'allume. Et tu as la trichotillomanie active, où en fait, il y a un truc qui ne te convient pas, et tu vas commencer à arracher. Maintenant, trichotillomanie active, on le voit surtout chez des patients qui ont une contrariété. Ils ont une contrariété, ils se sont disputés avec quelqu'un, ils devaient bosser, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, et là, ils vont arracher leurs cheveux pendant qu'ils sont en train de procrastiner. Là, tu sens qu'il y a vraiment un problème de culpabilité, de perfectionnisme et compagnie. Et la trichotillomanie, finalement, c'est un peu l'échappatoire. C'est comme ça que tu vas calmer, tu sais, comme la cocotte minute avec le petit truc, là, avec la fumée. C'est comme ça que tu vas faire sortir la pression. Moi, je serais plus partisan de travailler la culpabilité, la procrastination et le perfectionnisme que la trichotillomanie. On a la même chose avec la dermatillomanie. Sauf que dans la dermatillomanie, c'est majoritairement des gens, soit la main repère une aspérité et va commencer à gratouiller, et elle peut être passive, comme la trichotillomanie, ou alors ils sont dans le miroir, ils sortent de la douche, ils voient un truc, et ils vont commencer à y aller avec les ongles, ou la pince à épiler, et ils vont se massacrer le visage, les bras, le dos, partout. Et là, ce qui est quand même hyper intéressant, c'est que la majorité des techniques du TOC sont un bide intégral. C'est une pathologie impulsive, et quand la personne fait sortir le bouton, le pu et tout, elle ressent du plaisir. Donc c'est pas conforme, j'aime pas. Voir que ça me convient pas génère de la frustration. Je le fais, ça m'apaise. Puis une fois qu'ils sont tout rouges, bah là ils culpabilisent, ils sortent plus de chez eux. Mais on est quand même beaucoup plus sur des pathologies dites impulsives. Ouais, ouais, c'est assez différent quand même. C'est pas, on n'est C'est pas très clairement loin, impulsif. où c'est cousin, je sais pas En comment on fait, peut je dire. pense que comme il y a un rituel, soi-disant, il y a un geste compulsif, on les a classés avec les TOC, mais j'ai envie de te dire, prendre des drogues, c'est compulsif. Mm. La boulimique, la personne qui fait crise de boulimie, elle est compulsive. À la limite, toutes les maladies sont compulsives, parce que toutes les maladies ont des gestes répétés. Mais de là à dire qu'on a la compulsion avec l'obsession, le doute et Ouais, l'angoisse, c'est pas vrai. non, c'est pas vrai. Je pense qu'on a fait une première bonne introduction, sauf si tu as quelque chose. La dysmorphophobie. La dysmorphophobie, absolument. La C'est vrai, dysmorphophobie, c'était en premier. l'obsession sur le corps. Il y a plus de 15 ans, il y avait Tignol qui avait sorti un livre qui s'appelait Les défauts imaginaires, qui était le premier livre français sur la dysmorphophobie. C'était génial. Mais il y avait un petit problème, c'est que la majorité des patients ne sont pas d'accord pour dire que c'est imaginaire. Si tu dis à quelqu'un, bah non, tes oreilles, désolé, elles ne sont pas décollées, c'est dans ta tête, désolé, la personne voit ses oreilles décollées dans le miroir. Donc on devrait parler peut-être de défauts grossis, de défauts exacerbés. Mais dire qu'ils sont imaginaires, c'est faux. Parce que la majorité des patients, désolé, voient quelque chose réellement. Ce qui pose problème, c'est pas le défaut, c'est le zoom que fait le cerveau, le préfrontal, les zones visuelles du cerveau sur ce truc et qui le gonfle comme ça. Donc dire que c'est imaginaire, c'est pas vrai. Il y a un truc. Le patient a le droit d'avoir l'opinion qu'il veut. Nous, on va travailler sur l'hyperfocalisation et sur le fait que ça prend trop de place dans sa tête. Et ça, pour moi, c'est fondamentalement connecté au TOC. Parce qu'il y a tout. Il y a l'obsession, tu es Mm. omnubilé par le truc. Il y a la détresse morale. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus déprimés et suicidaires que les patients TOC. Puis ils checkent toute la journée. Ils checkent 40 fois par jour, 50 fois par jour la calvitie. Elle n'a pas évolué depuis 10 minutes. Avec ce besoin de se rassurer, d'aller voir des médecins, de tester des produits et compagnie. C'est très très proche de la dysmorphophobie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la dysmorphophobie n'est pas à mettre dans le même panier que la dermatillomanie, la Ah non, elle est trichotillomanie. C'est définitivement proche du ouais, TOC. Elle est compulsive comme le TOC. Elle n'est pas impulsive. plus proche que la derma et la Tout à trichotillomanie. fait. Et moi, je trouve que les techniques TOC, quand on les bidouille un petit peu, marchent très bien sur la dysmorphophobie. Et pas des masses sur trichotillomanie et dermatillomanie, qui pour le coup répondent beaucoup plus aux techniques qu'on fait dans le gîte de la Tourette. Ouais, intéressant, on y reviendra. Maintenant qu'on a fait cette première présentation assez poussée quand même du TOC, je voudrais qu'on parle de comment ça marche. Et là, on va être au cœur de ce livre-là, euh, notamment, mais s'il y a beaucoup de choses, hein, mais c'est très bien expliqué. Finalement, c'est quoi qui se passe dans le cerveau? Enfin, déjà, alors je sais pas si tu vas pouvoir le faire de manière très synthétique, mais le cerveau, ça marche comment? Il y a Alors, plusieurs zones. Enfin, je sais pas comment tu veux expliquer parce que j'ai envie qu'on soit pas du tout synthétique. Parce Alors, que si on n'est pas synthétique, je pense que ça va être encore mieux. bah alors vas-y. En fait, si tu préfères, quand on met une personne qui a des TOC dans une IRM, déjà on voit une zone ici qui s'appelle le préfrontal, elle est à fond les ballons. Et on voit sur certaines publications où on monte des IRM, elle est en rouge-jaune, à fond. Alors, question, c'est une zone qui sert à quoi en temps normal? C'est une zone, le préfrontal est une zone rationnelle, mais c'est aussi une zone du contrôle. Mais elle ne fait pas que ça. Et là, si je raconte ça, les psychiatres et les neurologues vont dire, mon Dieu, c'est pas fondamentalement ça. C'est relié au contrôle et c'est aussi les zones intellectuelles, les zones rationnelles. Mais restons assez, vas-y, on va dire zone Ouais. du contrôle. C'est censé contrôler. Et cette zone-là, elle est en hyperactivité chez toutes les personnes souffrant de TOC. Par contre, tu mets quelqu'un qui n'a pas de TOC dans l'IRM, cette zone-là, elle est éteinte. Elle fait dodo.
Quand on a commencé à faire les premières études sur TOC et antidépresseurs, on s'est rendu compte que quand on donnait un antidépresseur à un patient, il y avait moins de TOC. On s'est donc dit alors d'accord. Donc on a le préfrontal qui carbure et on a les patients sous antidépresseurs. L'antidépresseur augmente la sérotonine, ils ont moins de TOC. On a déjà deux pistes intéressantes. Alors juste pour vraiment pour ceux qui connaissent Ouais. rien, c'est quoi le rapport entre préfrontal et sérotonine? Là, c'est vraiment on Le fait le préfrontal, c'est une zone. voilà, C'est ouais. une zone de ton cerveau qui calcule des informations, qui reçoit des ordres et qui envoie des ordres. Et la sérotonine, c'est une petite substance qui permet aux neurones de communiquer entre eux. Donc tu as un neurone, il envoie des informations sur un deuxième neurone, et entre les deux, le Wi-Fi, c'est la sérotonine. Si la sérotonine ne fonctionne pas correctement, le neurone 1 envoie un message et le neurone 2 ne le reçoit pas. L'antidépresseur, il arrive et il oblige, entre guillemets, le neurone à produire plus de sérotonine. Pas plus exactement, il bloque la recapture. C'est trop compliqué, mais Ouais. il va Bon, obliger le neurone à produire plus de sérotonine pour que le neurone numéro 2 reçoive la sérotonine. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, ce serait que le préfrontal, il est verrouillé par la sérotonine. Ton préfrontal, il est perpétuellement verrouillé par la sérotonine. verrouillé, c'est-à-dire que Bloqué, comme une voiture que tu as mis avec le frein à main. Tu as le truc qui bloque le pneu. parce que l'information, parce que y a pas, la sérotonine ne marche pas bien, n'arrive pas Alors correctement au non, préfrontal. le cerveau préfrontal est censé être verrouillé. Toi, par exemple, tu es sur un trottoir, il y a une voiture qui arrive. La voiture arrive trop vite. Le frein se débloque, le préfrontal se met en marche et il te dit retourne sur le trottoir, ne traverse pas la route. Si la voiture s'arrête au feu rouge, il n'y a aucun besoin que le frein débloque. Donc ton préfrontal, on pourrait dire qu'il est perpétuellement allumé mais verrouillé, Hmm. comme un chien de garde. Il est en train de faire dodo mais il a un œil ouvert, tu vois. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu lui donnes un ordre, il attaque. Le préfrontal est verrouillé par le frein et le frein ne se débloque que s'il y a perception d'un danger. Donc ça veut dire qu'il y a des zones, D'autres zones. Ouais. d'autres zones qui traitent les dangers, qui envoient un message en disant déverrouille-toi. Ce message passe par la sérotonine. D'accord. Sauf que si la sérotonine est dysfonctionnelle, le frein se débloque tout le temps, sans autorisation des zones du danger. Ce qui fait que ton préfrontal, il est perpétuellement allumé alors qu'il n'y a pas de danger. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que si ton préfrontal s'allume quand il y a un danger, il voit la voiture, Hmm. il te demande de retourner sur le trottoir. C'est facile, il y a un stimulus. Par contre, si ton préfrontal s'allume et qu'il n'y a rien, il a beau scanner ton environnement, il trouve rien. Et bien là, tu vas comprendre pourquoi il y a une obsession, pourquoi il y a de l'anxiété, pourquoi il y a du doute. C'est comme s'il cherchait en Il fait. cherche désespérément. En fait, c'est un vigile, et j'utilise souvent cette métaphore, c'est un vigile de magasin qui s'ennuie. Ça fait 7 ou 8 heures qu'il se passe rien, donc à la fin, il est derrière toi. Il te regarde, vous faites quoi? Pourquoi vous touchez à cet article? Il s'ennuie, il va chercher la merde, tu vois. Donc ton cerveau n'ayant aucune raison de s'allumer, il va scanner ton environnement, puis il va commencer à bugger sur de la symétrie, sur de la vérification et compagnie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce préfrontal, il est tellement puissant qu'il va passer au-dessus des zones intellectuelles. Il va court-circuiter les zones intellectuelles. Les- Voilà pourquoi tu as beau répéter, 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 tu n'enregistres pas l'information. Et c'est là ce qui est intéressant au niveau du doute. Le doute, pour moi, le cerveau intellectuel ne comprend pas pourquoi le préfrontal est allumé. Donc, s'il n'y a pas de raison. Par exemple, tu sais, c'est comme ton détecteur de fumée qui s'allume en pleine nuit. Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas d'odeur de fumée, il n'y a rien. Tu vas te dire, bon, et si c'était les piles qui déconnaient? C'est ton explication par défaut. Le cerveau intellectuel ne comprend pas pourquoi le préfrontal est allumé. Il sort donc une explication par défaut. Et c'est ça qui va générer le doute. Pour tenter désespérément de comprendre pourquoi le préfrontal est allumé en l'absence totale de toute perception du danger. si je schématise, c'est dire, mais finalement, si lui, il y a pas il y a peut-être quelque chose finalement. Sinon, c'est ça, les zones Le intellectuelles, préfrontal ne peut pas être allumé sans raison. ouais. Donc il y a une raison qu'on n'a pas élucidée. Et grâce au doute, et si, qui me dit que, il se pourrait, on ne sait jamais, peut-être, on arrive à recréer un packaging de cohérence qui est complètement imaginaire. Mais c'est parce que le préfrontal s'est allumé. Si le préfrontal ne s'était pas allumé, le cerveau intellectuel n'aurait strictement pas besoin d'utiliser le doute pour retomber sur ses pattes. L'autre problème, c'est que quand le préfrontal s'allume, il génère de l'anxiété, de manière purement artificielle. Pas parce qu'il y a un danger, parce que le préfrontal s'est allumé et qu'il a la capacité à générer de l'anxiété. Et comme le préfrontal turbine, il faut qu'il y ait une réponse motrice. Et ça, c'est le rituel. Le rituel de lavage de main, de vérification, de rumination, ça permet de cramer l'énergie du préfrontal parce qu'il ne peut pas redescendre s'il n'y a pas une purge. Il doit cramer son énergie parce qu'il tourne comme une machine à laver. Et en fait, il fait des rituels pour redescendre, simplement. Mais là, on est enfin, le fonctionnement du préfrontal, c'est purement biologique. Purement biologique. En quoi un rituel, un lavage de mains, calme
un préfrontal qui tourne trop vite. C'est une dépense d'énergie. D'accord, ouais. C'est un geste répété. En fait, il faut vraiment partir du principe. Tu te rappelles du petit lapin du Racel, le petit lapin Ah, rose? bien sûr. Voilà, mais ça Ouais. c'est fondamentalement préfrontal. Tu lui mets une pile du Racel, ça pousse au cul et il tape sur son tambour. Il joue pas une mélodie, il n'y a pas de sens, il n'est pas en train de rejoindre une troupe. Ils sont pas en train de marcher dans la rue pour la fête du 14 juillet, il a des Duracell, ça pousse au cul, il tape. Il faut pas réfléchir autrement que comme ça. On est sur une pathologie, on pourrait dire électrique et chimique. Le cerveau monte en puissance, il doit cramer de l'énergie. Et l'obsession, c'est intéressant, c'est n'importe quelle thématique. Elles sont donc toutes interchangeables. Et voilà pourquoi elles arrivent du jour au lendemain dans la vie des patients. Il y a un truc qui passe, hop, le cerveau le chope, il la fait tourner dans la machine à laver. Tu fais des rituels qui n'ont aucun sens. C'est pas le lavage des mains qui empêche le sida. Je veux dire, si tu as une micro-coupure et que le VIH est rentré dans ton bras, tu as beau laver les mains, ça ne va pas faire sortir le VIH de ton bras. Les patients sont au courant. Quand le préfrontal s'allume, oh mon Dieu, c'est horrible, une fois qu'ils ont fait leur rituel, qu'ils sont apaisés, ils savent très bien que c'est débile. Donc, pourquoi le cerveau te demande un rituel qui n'a pas de sens? Parce qu'il doit cramer son énergie. Personne n'a dit qu'il était censé y avoir du sens. Mais du coup, ça expliquerait ce modèle. Pourquoi parfois il y a des gens qui ont un temps des tocs dits de Mm. contamination et du jour au lendemain ça va sur la vérification. C'est qu'en fait le préfrontal fait feu de tout bois. Tout Et à fait. enfin je ne sais pas si on peut répondre, mais qu'est-ce qui va faire qui va s'agripper plutôt à la contamination, plutôt à la vérification, voilà, à la peur d'être contaminé, à la peur de faire des erreurs, à la peur du malheur, tout ce que on décrivait. Est-ce qu'il y a un déterminisme? Qu'est-ce qui fait que le préfrontal peut s'attacher plutôt à ça ou telle chose. Déjà, c'est des comportements que tu retrouves chez les animaux. Tu sais, les rats, parfois, ils se lavent les pattes avec la pipette et compagnie. Tu vois qu'il y a des chiens, quand ils sont stressés, ils se mordent jusqu'au sang. Il y a des comportements, j'ai l'impression, dans le règne animal et chez les humains, qui sont des comportements répétés les plus classiques. Tricotylomanie, dermatillomanie, tu as aussi le cerveau qui est en hyperactivité. Et pendant que tu fais ça, tu crames de l'énergie. Je pense que c'est n'importe quoi qui permet au cerveau. Et c'est peut-être pour ça qu'on en a cinq, six qui sont les plus répandus, parce que c'est les modes d'accès les plus faciles pour le cerveau. Et question, parce que on fait le rituel, on dépense l'énergie, donc le préfrontal est calmé, mais c'est que temporaire. Parce que Ouais, une question importante, c'est, tu parlais de l'IRM, ça veut dire que chez la personne qui a un TOC, le préfrontal est en hyperactivité en tout à fait. permanence. C'est un état Tout à permanent fait. Ouais. qui est calmé temporairement par le rituel, Mm. mais c'est permanent, c'est tout Ouais. le temps. Mais on a un deuxième problème. Donc, la sérotonine devrait bloquer le préfrontal. La sérotonine ne fait pas son travail. Le préfrontal s'allume, il turbine. Il prend une pensée au pif, il la transforme en obsession. Pas parce qu'elle est grave, mais parce qu'il s'engouffre en dessous et qu'il la soulève. Le cerveau intellectuel ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, bon, peut-être que le préfrontal a raison. Le doute permet donc de retomber sur ses pattes. Si le préfrontal n'était pas allumé, il n'y aurait pas de doute. Production d'anxiété parce que tu as des circuits de câblage de neurones où le préfrontal appuie sur la zone qui produit de l'anxiété, et les rituels pour calmer désespérément l'énergie, le carburant qu'il y a dans le préfrontal. Tu as une autre zone qui sont les ganglions de la base. Les ganglions de la base, c'est une mémoire. Elle enregistre ce que tu fais. Si tu laves tes mains après avoir touché une poignée de porte, les ganglions de la base, bêtes et méchants, ils enregistrent que les poignées de porte sont problématiques. Le préfrontal a cramé toute son énergie. Le lendemain, les ganglions de la base voient une poignée de porte et c'est leur taf. Ils t'envoient un petit message en disant mec, les poignées de porte sont dangereux. Et le préfrontal, boum, il se redéclenche. Donc on a toujours le problème de ces deux zones dans le cerveau. On verra sur une autre vidéo avec un autre intervenant, mais les ganglions de la base, c'est la piste la plus importante dans la stimulation avec les électrodes dans le cerveau, parce qu'ils sont au cœur de la maladie du TOC. Les médicaments, généralement, ils sont là pour bloquer le Oui. préfrontal, et la thérapie, elle est là pour réencoder les ganglions de la Ce base. que j'allais dire, c'est ben, si ce n'est qu'un problème de sérotonine qui ne fait pas son travail au Bah niveau du oui, préfrontal, il suffit de donner des médicaments qui permettent à la sérotonine de faire son travail et il n'y a plus de toc. mais il y a des patients qui sont miraculés avec les traitements. Tu as des patients, tu sais pas pourquoi, sous antidépresseurs ou sous neuroleptiques atypiques, ils ont une éradication totale des TOC en quelques semaines. Et- C'est comme si les ganglions de la base, ils ont du bol, n'avaient rien enregistré. Et il y a d'autres patients, tu pisses dans un violon, le médicament ne change rien du tout, les ganglions de la base ont avalé et ils ont complètement automatisé la machine. Et le problème, parce que j'allais te poser la question de l'aggravation, parce qu'on voit des tocs qui s'aggravent, des rituels qui sont de plus en plus longs et complexes. En fait, c'est à cause de ces fameux ganglions de la base qui retiennent de plus en plus et Qui font tache d'huile, qui ouais, absorbent de plus en plus de situations similaires. Ça peut être aussi parce que ton patient fait un état dépressif. Ça peut être aussi parce qu'il y a la dopamine, un autre neurotransmetteur qui se mêle et que du coup tu as les deux neurotransmetteurs qui déconnent. Et donc il faut deux médicaments différents. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se mettre en ligne de compte. Parce que tu as la famille qui rentre dans les rituels.
Et quand la famille commence à vérifier à la place de la personne malade, commence à se laver les mains, laver des affaires pour faciliter la vie de la personne malade, c'est fini. Les rituels sont dilués dans toute la famille et là, tu as un TOC qui est ultra virulent. Il faut toujours se méfier du rôle de la famille dans les TOC puissants. Oui, oui, c'est vrai, c'est un facteur de maintien. Gros facteur de maintien. Ce modèle-là dont on parle, il est étayé sur des études, parce que c'est vrai que ça permet de comprendre, c'est une grille de lecture qui est très puissante, mais aujourd'hui elle est communément admise. Comment je Alors, mets un peu les pieds dans le c'est un plat. peu compliqué parce que le modèle neurocomportemental que nous on a créé avec Anne-Hélène, il sort pas de nulle part. Anne-Hélène, elle a repris tous les modèles depuis les années 80. Le modèle de Baxter, le modèle de Schwartz, le modèle de Sapkowski, elle a tout repris. Et à chaque fois, elle constatait que dans la majorité des modèles, il y avait un truc qui marchait pas. C'est que le modèle n'expliquait pas tout. Par exemple, si c'est la cognition, la pensée intrusive qui génère tout, pourquoi les patients reconnaissent que c'est bidon? Tu peux pas dire que tu es angoissé d'un truc et reconnaître que c'est bidon. Donc visiblement, c'est pas la pensée qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est qu'avant la pensée, il y a au-dessus un cerveau qui envoie tellement d'électricité dans la pensée qu'il la soulève. Baxter a dit des choses aussi sur l'hyperdétection de l'erreur. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en psychiatrie, en neurologie, qui montrent qu'il y a quelque chose au niveau du cerveau qui ne fonctionne pas et qui va générer le TOC. La réponse aux antidépresseurs est hyper intéressante. Le fait que chez les patients chez qui on met des électrodes dans le cerveau, il y a une énorme diminution de la maladie, il y a un truc neurologique. Donc on a tout repris et en fait c'est le modèle aujourd'hui qui est le plus convaincant, surtout avec la question des IRM. Il y a une conséquence directe là-dessus, c'est sur le traitement. Mm. C'est-à-dire que finalement, si on suit ce modèle, l'obsession a un rôle secondaire. Ouais, Est-ce que ça veut dire qu'on ne travaille pas du tout dessus? Est-ce que le travail dans les TCC, on va dire classiques, où on essaye de faire comprendre aux patients que finalement, ben, voilà, le doute, le risque n'existe pas, est-ce que ça veut dire qu'il faut se débarrasser de ce travail-là? Qu'est-ce que ça implique alors, alors là, est-ce après, que peut-être. tu as un quart d'heure pour que je Alors, mais reprenne tout? peut-être non, mais de manière synthétique et dans une autre vidéo qu'on Alors, fera tout à l'heure. en fait, si tu préfères, à l'origine, les premiers modèles du TOC étaient des modèles où on partait du principe que c'était l'évitement qui posait problème. Dans les TOC de contamination, on ne travaillait pas la cognition, on ne travaillait pas les pensées, on ne travaillait pas les scénarios. On disait aux gens, vous devez toucher. Et à force de toucher, comme dans la phobie des animaux, la phobie des araignées, on ne travaille pas sur la possibilité que l'araignée se jette sur ta carotide. On ne travaille pas sur ça. Sur une phobie des hauteurs, on ne réfléchit pas au fait que tu vas te jeter. On fait de l'exposition pure et dure. C'est ce qu'on faisait dans les années 50 et 60. Donc les premiers modèles, c'est voilà, vous avez un scénario, on ne va pas en parler, vous allez vous exposer, l'exposition va remplacer l'évitement, ça va réencoder le cerveau et boum, terminé. C'est très tardivement qu'on a commencé à parler de la cognition. C'est vers les années 80, début des années 90, où sous l'influence d'Aaron Beck et d'autres personnes, on a commencé à dire ah non, tout est cognitif. Et on a viré le modèle comportemental pour mettre que du Ce cognitif. qu'on appelle la deuxième vague de Ben TCC, c'est oui, et ça, ouais. finalement, elle est autant, c'est un outil intéressant que de l'avoir utilisé pour écraser le comportemental était la pire des idées, parce que là, on s'est vraiment pris 20 ou 30 ans de retard sur la thérapie des TOC. Et donc, ce qu'on a fait avec Anne-Hélène, c'est qu'on a repris tous les modèles des années 60, 70, 80, avant l'arrivée du cognitif, et on s'est dit, mais en fait, on savait beaucoup mieux soigner à l'époque qu'après. On s'est pris une vague de cognitivisme qui a ruiné la thérapie. Donc, on est revenu dans les anciens protocoles. Très intéressant. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur le mode, sur le fonctionnement? Parce qu'après, on va faire une autre vidéo. Je fais un cul suspense pour rentrer un peu plus dans le détail du traitement et du doute. Est-ce que sur le modèle, voilà, on a essayé de schématiser, de représenter comment marchait le TOC. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou Ce que j'aimerais rajouter, c'est que même si la sérotonine est aujourd'hui la piste la plus privilégiée, on repère aussi qu'il y a des patients qui souffrent beaucoup plus de problèmes de dopamine. Ils ont des TOC où il y a beaucoup moins de recul, des TOC parfois qui sont assez impulsifs, où ils ont des TOC très automatisés. Par exemple, ils font des trucs comme ça avec leurs doigts, un 2 3 et où ils ont des sensations très volcaniques. Par exemple, ils doivent annuler un geste, et c'est pas de l'angoisse, c'est un truc qui pousse, comme s'ils allaient péter un câble, comme si c'était un cocktail Molotov. Ce côté volcanique, il est très typique de la dopamine. Et alors, tu l'as aussi un peu sur les Gilles de la Tourette. Et là, tu vois la piste croisée entre sérotonine, dopamine, TOC Gilles de la Tourette, et ces patients-là, généralement, ne seront pas améliorés par les antidépresseurs, mais par des neuroleptiques atypiques. Il ne faut pas qu'ils se mettent en échec en thérapie. S'il y a des psychologues et des psychiatres qui regardent la vidéo, pensez à la piste dopamine. Pensez aussi à des trucs comme la thyroïde. Quand tu as des patients subitement qui sont envahis d'obsessions à 40, 50 ou 60 ans, super tardivement dans leur vie, il faut penser à ça. Quelqu'un qui a des crises de tox, ça disparaît, ça revient quelques temps après, il faut penser aussi à la cyclicité bipolaire.
C'est que des trucs comme ça qu'il faut aller vérifier de temps en temps. Pour être bien clair, la dopamine, on a parlé du rôle de la Mm. sérotonine. La dopamine, c'est aussi un neurotransmetteur C'est aussi un qui a une neurotransmetteur. fonction différente, distincte. Alors, moi je suis pas très au fait de ça. D'après ce que j'ai compris, la sérotonine c'est un inhibiteur, c'est un calmant. Donc elle est censée verrouiller, elle Mm. calme. Le préfrontal c'est un peu de l'uranium radioactif qui est plongé dans de l'eau froide. Ouais, Puis quand ça chauffe, ça pète comme à Fukushima. La dopamine, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt un excitateur. Il est censé booster. Donc, est-ce que nos patients en ont trop ou en ont pas assez? Je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce que je ne sais pas le rôle ouais. des neuroleptiques. Parfois ils boostent, parfois ils écrasent. C'est ultra méga compliqué. Mais en gros, quand la Faut dopamine ne réguler fait quoi pas ça. son travail, bah malheureusement ça peut flamber. Tu vois. Et du coup, on comprendrait bien les tics, enfin la tourette, on a cette image que tout le monde a de choses très spectaculaires, ça viendrait d'une dérégulation de la dopamine, qui Un est... exemple classique de TOC de symétrie, de TOC de toucher. Je me rappelle d'un patient, il était venu, il avait 12 13 ans. Il s'installe dans mon canapé, il se lève et me dit: Est-ce que je peux m'asseoir? Moi je dis oui. Et il se relève et il regarde comme ça le plafond, il fait: Est-ce que je peux m'asseoir? 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 Une centaine de fois. Et après il s'assoit. Puis moi je lui dis comme ça, je lui dis: Mais sinon ma réponse t'intéresse ou pas? Il dit: Non, je dois faire au-delà de 100. Là tu vois le Mm. truc. En fait, quelle est l'obsession? Ah, il voudrait pas être mal poli. Ma réponse, il s'en fout un peu. C'est beaucoup plus volcanique Mm. qu'anxieux. Puis c'est très carré, un certain nombre de chiffres, ça dégueule comme ça. Lui, c'est un patient qui a été miraculé avec les neuroleptiques, à faible dose, pas avec les antidépresseurs. Ouais, ouais, Et lui, on il est voit bien. fondamentalement intriqué avec le Gilles de la Tourette. Alors bon, la différence là est très claire, comme on l'a expliqué. Merci pour cette première beau tour d'horizon qui permet de comprendre le modèle que vous avez mis en place et pour aller plus loin, bien sûr, on peut qu'encourager la lecture du livre. On mettra les références d'ailleurs dans la description. Et puis on va se retrouver dans pas longtemps pour une autre vidéo. Merci.